car nous accueillons ce soir le docteur Emmanuel Véron, qui humblement n'a pas mis son titre de docteur, et pourtant, il est docteur en géographie. Voilà. Alors, les circonstances ont fait qu'elles sont bien organisées parce que vous savez qu'il y a eu cette visite d'État de Xi Jinping en France, et que, dans le même temps, parce que c'est la question que vous pourriez vous poser, pourquoi avoir invité un spécialiste de la Chine comme l'est notre invité? La deuxième raison, en dehors de cette visite d'État à laquelle je faisais référence il y a un instant, c'est que les amis de l'université organisent aussi cette année un voyage en Ouzbékistan sur les routes de la soie. Oui, mais c'est compliqué. Nous pourrons le faire l'année prochaine. Et en fait, c'est un peu un souvenir aussi parce qu'en 2006, nous avions invité une Manianarelle. Vous savez ce qu'est une Manianarelle, non? Bon, avant hier dans la salle, quelqu'un m'a dit mais oui, c'est une dame qui cultive les vers à soie. Et donc, elle nous avait montré, elle réside dans l'Ardèche, comment cultiver les vers à soie. Bon, bref, je laisse ces éléments de côté pour revenir donc à la présentation de notre invité. J'ai donc dit qu'il était docteur en géographie. C'est aussi un expert et un conférencier international. Et en particulier, ben vous le savez maintenant bien sûr, spécialiste de la Chine contemporaine et des relations internationales. D'ailleurs, à ce titre-là, ceux et celles qui voudraient prolonger la connaissance qui vous sera donnée ce soir, vous pourrez vous procurer donc cet ouvrage qui est le sien, La Chine face au monde, une puissance résistible. Ça va être toute la question qui va être débattue ce soir, à savoir que, je ne vous apprends rien en vous disant que la Chine, non pas envahit le monde, mais en tout cas est en train de prospérer sur tous les continents. Et donc, le terme de résistible est un point important, savoir si l'on va contenir justement cette propension à, je ne vais pas dire envahir le monde, enfin bref, à se répandre sur le monde entier. Alors, je vais très vite pour aller dans ce sens-là. Je voudrais vous signaler, parce que vous avez peut-être rencontré M. Véron sur des chaînes de télévision particulières, France Info TV ou encore BFM TV, et puis LCI, enfin bref, voilà. Et donc, en tant que spécialiste, il est souvent invité. Mais en dehors de cela, il enseigne aussi à l'INALCO, vous savez ce qu'est l'INALCO, naturellement, oui, l'Institut national des langues et des cultures orientales, et également à l'école navale de Brest. Alors vous me direz, tiens, l'école navale, qu'est-ce que ça a à voir avec la flotte chinoise? Alors, point d'interrogation, peut-être qu'on va dire un mot tout à l'heure. Bien. Alors, de façon complémentaire, et je m'arrêterai là, bien sûr, tout de suite après, si j'évoquais l'ouvrage, 10 € au fait, hein, il ne reste que 10 ouvrages. Oui, voilà. En dehors de cela, sa réflexion l'amène à produire un certain nombre d'articles. Je vous signale les tout derniers, les récents, de 2024. C'est un commentaire en quelque sorte sur le terme résistible, qui peut être mis sur la forme interrogative. La mer de Chine méridionale au service des ambitions stratégiques et nationalistes de Pékin. Ou encore les BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, si je ne me trompe pas, un enjeu géopolitique ignoré de l'Union européenne. Et enfin, je m'arrête à celui-ci, parce que, hélas, c'est vraiment d'actualité, la Chine et l'Ukraine, de la convergence sino-russe au front anti-occidental. Voilà donc les questions posées, et aujourd'hui nous allons plonger justement dans cette considération liée à cette propension de la Chine à s'étendre sur le monde. Voilà, la parole est à toi, Emmanuel. Merci, c'est gentil. Merci. Bien, je mets le truc. Bien, merci pour cette présentation sympathique. Mesdames et messieurs, je suis ravi, une troisième et dernière fois, de venir partager avec vous quelques réflexions sur la Chine et le monde. Alors, brièvement, pour celles et ceux qui n'ont pas pu assister aux deux premières conférences, mardi soir et hier soir,
On a parlé d'abord de sujets assez historiques sur les fameuses routes de la soie, vous voyez, ces axes de circulation des produits échangés. Hier soir, on a regardé la période plus récente de la géopolitique du 19e siècle et début 20e. Et enfin, pour finir en apothéose avec vous ce soir, les meilleurs, la crème de la crème, à l'université à Saint-Denis, concentrer les réflexions, en tout cas quelques idées comme ça que je vous soumets modestement sur l'appropriation du sujet Nouvelle route de la soie, d'où les guillemets sur le titre, par les autorités chinoises et précisément les autorités de Pékin, en somme le Parti communiste chinois. Alors pourquoi cela ? Eh bien parce que, comme Yves Bosquet le rappelait à juste titre, c'est un sujet qui anime beaucoup d'espaces, beaucoup de pays, beaucoup de secteurs économiques. Ces fameuses routes de la soie, la Chine va-t-elle nous croquer ? Peut-être que c'est déjà fait. Nous sommes tous rouges et nous n'en sommes pas rendus compte, voyez-vous, ce genre de sujet. Bon, bref, on a souvent on a pour habitude de lire et de décrire la montée en puissance de la Chine sur les 15 ou 20 dernières années comme étant une sorte de rouleau compresseur un petit peu inéluctable, un petit peu, et c'est le titre du petit ouvrage qu'on avait écrit il y a 1 an ou 2 ans, une sorte de puissance qui serait irrésistible. Ben, en fait, on va regarder ensemble ce soir que probablement que ce n'est pas tout à fait le cas. Quand bien même la Chine est un pays qui est immense, avec une longue histoire, on l'a abordé longuement hier et avant-hier, avec des ressorts de la puissance tout à fait particuliers, tout à fait opérants. Mais la Chine, pour la première fois de son histoire, et notamment au travers de ce fameux projet, on peut y aller, je peux commencer à dérouler les diapos, pour la première fois de son histoire, fondamentalement, véritablement, sort de ses frontières avec un grand projet, avec un grand dessin global. Alors, si vous le permettez, la conférence de ce soir est une sorte d'instantané sur la Chine de ces dernières semaines, de ces derniers mois, puissance tous azimuts, etc. Regardons, si vous le voulez bien, 10 ans ou un peu plus en arrière. Souvenons-nous, la période 2012-2013, c'est le sujet que vous avez sous les yeux. Xi Jinping, le voilà, le plus beau, qui apparaît sur le PowerPoint, est confirmé au pouvoir dans les plus hautes instances, d'un côté à la tête secrétaire générale du Parti communiste chinois, lors d'un congrès, peu importe les détails, à l'automne 2012. Puis, et c'est les modalités quelque part politiques et administratives de la Chine populaire, confirmé président de la République populaire et en gros chef des armées, pour faire simple, quelques mois après, au printemps 2013. Vous voyez, il y a donc un peu plus de 10 ans. Et puis, à l'automne 2013, donc 6 mois après sa confirmation au pouvoir comme président de la Chine communiste, Xi Jinping, lors d'un voyage en Asie centrale, à l'université Nazarbayev, Kazakhstan, donnera un discours qui fera date devant un parterre d'étudiants, et nous sommes ici à l'université à Saint-Denis, d'étudiants kazakhstanais, mais aussi de Chinois, mais surtout kazakhstanais. Et dans son discours, il dit « Le XXIe siècle est ouvert et il est temps pour nous, Chinois et peuples centra-asiatiques, de relancer les historiques routes de la soie au départ de la Chine, à travers l'Asie centrale, on passe au Kazakhstan, en direction de l'Europe. » Ce discours, précisément, c'est tout début de l'automne 2013, sera perçu très rapidement en Asie centrale comme étant une sorte de tournant géopolitique où la Chine, à travers la voix de Xi Jinping, nouvellement arrivé comme grand patron, vient asseoir et confirmer
sa puissance, tous azimuts, qu'elle soit technologique, 2012-2013, montée en puissance de Huawei, montée en puissance d'un certain nombre d'autres technologies, le programme spatial chinois, mais aussi des sujets militaires. Puissance diplomatique et économique, la Chine est présente pratiquement partout, il n'y a pratiquement aucun espace qui lui résisterait, et on est après les grands événements internationaux qui ont porté une visibilité plutôt positive, en tout cas attractive, de la Chine, de 2008 les JO à Pékin et 2010 l'exposition universelle. Bref, une Chine qui monte en puissance de manière tous azimuts et qui vient, à travers ce discours, confirmer cette place, si vous voulez, de leader, comme on dirait aujourd'hui, en tout cas d'un État qui est dans une capacité de monter en puissance sans précédent et surtout avec une rapidité et une intensité sans réel précédent. Puis, quelques semaines après, autre visite diplomatique de Xi Jinping, cette fois-ci, et vous avez la suite sur la carte que je vais assez longuement commenter, non plus à Astana au Kazakhstan, mais en Indonésie, à Jakarta. Deuxième discours de Xi Jinping, faisant écho à celui du Kazakhstan, en disant « Il est temps pour nous, peuple sud-est asiatique et chinois, de lancer ou de relancer les routes maritimes de la soie. » On est au milieu de l'automne 2013. À partir de ce moment-là, automne 2013, commence une séquence géopolitique tout à fait nouvelle, à la fois pour la Chine, mais pour le reste du monde. On voit apparaître colloques, séminaires, programmes d'études, départements d'études dans les universités, cellules diplomatiques, instituts, etc., qui commencent à foisonner, à entrer une sorte de convulsion partout sur la planète où la Chine va pousser et porter sa nouvelle diplomatie dans l'ensemble du monde avec ces nouveaux mots-clés de route de la soie. On a une formidable opération marketing politique, pourrions-nous dire, où la Chine va peu à peu remplacer les logiques de politique étrangère par nouvelle route de la soie. Tout va devenir, depuis 2012-2013, route de la soie, que ce soit route de la soie numérique et digitale, route de la soie maritime, les ports des routes de la soie, etc., etc. Bref, la route de la soie va nous enivrer, le cocon continue de s'évider. Quand on regarde précisément ce qui se passe, je vous livre là quelques anecdotes du pourquoi, du comment Xi Jinping parle de route de la soie maintenant en 2012-2013. Revenons encore en arrière, et ayez en mémoire l'observation des différents continents que je vais citer. Crise des subprimes, vous vous en souvenez tous, 2007, 2008, 2009, 2010. Je fais exprès de donner toutes ces dates puisque c'est quelque chose qui a été installé dans le temps, enfin qui s'est installé dans le temps et qui n'a pas été l'objet que de quelques semaines ou quelques mois, c'est quelque chose qui a été durable. La crise des subprimes a porté un coût économique et financier en Chine majeur. Alors que la Chine était en pleine explosion économique, financière, des investissements massifs étrangers venant en Chine, des réserves de devises, ou en tout cas une capitalisation, une mise de côté de devises chinoises qui lui permettait de réinjecter de l'argent dans son économie, était absolument foisonnant, absolument même euphorisant. Eh bien, cette crise des subprimes en Chine a donné une sorte de coup d'arrêt à l'économie chinoise et surtout a donné deux choses, très précisément, qui depuis ont été documentées par certains analystes, certains spécialistes. D'un côté, la Chine s'est sentie vulnérabilisée parce que ces grands marchés de consommation avec lesquels elle est dépendante de ses exportations, puisque la Chine, usine du monde, exporte ses biens manufacturés, ce genre de sujet, ce genre d'objet, etc., eh bien, contraction pendant un temps des marchés européens, parce que moins d'argent, moins de pouvoir d'achat, plus de fragilité dans le pouvoir d'achat en Europe. Donc 400-450 millions de consommateurs fragilisés. Idem, quand on regarde l'autre grand marché de consommation avec la Chine, avec lequel la Chine est très dépendante, l'Amérique du Nord, Canada, Amérique, etc. Et puis, dans une certaine mesure, Corée du Sud, Japon, etc. Donc la Chine prend la mesure qu'il va falloir opérer un tournant stratégique, économique et financier pour se rendre progressivement moins dépendant
de ces grands marchés nord-américains et européens. Et progressivement, les analystes côté chinois, les grands capitaines d'industrie, la diplomatie chinoise va opérer un shift, va opérer une bascule en ayant un surinvestissement en dehors de ces grands marchés, pas uniquement européens, pas uniquement chinois, percée fondamentale en Amérique latine, percée confirmée au Moyen-Orient, en Afrique et ailleurs en Asie. L'autre sujet qui va donner un coup à l'économie chinoise et au Parti communiste chinois, eh bien, est l'arrêt de chantier, l'arrêt par province de l'économie parce que les liquidités ne sont plus là et que la crise économique est très visible dans l'économie chinoise et notamment dans certaines régions assez exposées, assez fragilisées. Il va y avoir un plan de relance de l'économie chinoise dans ces années-là, en 2009-2010. Un plan de relance pour réinjecter des capitaux à partir des modèles économiques, alors je ne suis pas un cours magistral, mais simplement pour planter le décor, de la Chine, qui va réinjecter de l'argent pour tirer la croissance chinoise, cette fameuse croissance chinoise qui a fait la Chine, qui a fait sa modernité, qui a fait son explosion, etc., par l'investissement dans des infrastructures. Construire des ponts, construire des routes, construire des logements, etc. etc. C'est le début 2009-2010 à travers ces grands plans de relance de gigantesques complexes immobiliers qui aujourd'hui sont en faillite. Les fameux, j'ai mangé le nom, ça va me revenir, aidez-moi pour le nom de la compagnie Evergrande, qui est une des grandes sociétés immobilières, mais il y en a bien d'autres, Roilong, etc. Bon, peu importe. C'est le début de cela parce qu'on a réinjecté des capitaux pour construire dans la pierre, plus exactement dans du béton. La réinjection de capitaux dans l'économie chinoise va être telle que, arrivé sur les années 2011-2012, ça va générer des surcapacités industrielles. Et vous allez voir où je veux en venir. C'est-à-dire, moi, grand capitaine d'industrie chinois para-étatique, qui est en discussion permanente avec les autorités centrales et les gestions, mafieuses et claniques provinciales, je vais me retrouver sur les bras à la fin du mois, à la fin de l'année, avec une surcapacité en acier, une surcapacité en béton, une surcapacité en ciment, etc., malgré le fait qu'on m'a commandé des immenses viaducs, d'immenses complexes immobiliers, un golf, un machin, etc. Donc, je vais progressivement taper à la porte des hautes autorités chinoises. Ça tombe bien, c'est une transition politique avec un renouvellement des équipes politiques en place, 2012-2013, ce avec quoi j'ai ouvert la conférence de ce soir, Xi Jinping. Je vais donc frapper à la porte de Xi Jinping en disant « Patron, on a des surcapacités industrielles phénoménales qui nous restent sur les bras, malgré nos plans de développement intérieur, au Tibet, au Xinjiang, etc. Aidez-nous politiquement et diplomatiquement. Pour vous, ça sera une marque politique extérieure fondamentale. Aidez-nous à sortir ces surcapacités industrielles. » Voilà la genèse des routes de la soie 2012-2013. Et pourquoi sont choisis d'abord l'Asie centrale, par l'intermédiaire du Kazakhstan, qui est le grand pays voisin de l'Asie centrale de la Chine populaire, et deuxièmement, pour la dimension non plus continentale, mais maritime et navale, mais surtout maritime, l'Indonésie en 2013. À partir de là, la machine se met en route et on va avoir un surinvestissement de grandes entreprises chinoises para-étatiques qui vont proposer dans des logiques de modèles de développement la construction de routes, la construction d'autoroutes, la construction du rail, etc., etc. Bref, des grandes infrastructures qui jusqu'alors étaient très sino-chinoises, dans des logiques de développement à ces pays partenaires vietnamiens, Myanmar, Birmanie, Cambodge, Laos, Bangladesh, Pakistan, Tadjikistan, Kazakhstan, etc., etc. Une sorte de domino jusqu'en Europe occidentale, puisque la logique était de créer des corridors et de se réapproprier l'histoire que l'on a évoquée ensemble dans les deux précédentes soirées, se réapproprier ces corridors de circulation, ces voies de communication, où l'initiative partirait de Chine et arriverait quelque part dans le cœur de cible des marchés consolidés européens et au travers un réseau de pays qui nous serait favorable pour des proximités politiques, pour des logiques d'asymétrie de développement, etc., etc. Ce qui nous donne ça, si on dézoome un petit peu et qu'on regarde le sujet
de la Chine et que je sors de l'orbite Xi Jinping, si vous le voulez bien, l'antécédence des fameuses routes de la soie dont on parle tant, est corrélée à la modernisation du pays par l'intermédiaire d'une volonté de se mondialiser pour la survie du régime au travers de décisions stratégiques de Deng Xiaoping à la toute fin des années 70, qui vont durer une décennie, jusqu'aux événements de Tiananmen, dont les commémorations avaient lieu en début de semaine pour les 35 ans des massacres de Tiananmen, 3 et 4 juin 89, avec ce genre de sujet. On est sur la fin de la guerre froide, et Pékin va réfléchir en profondeur. Quand je dis Pékin, ce sont les autorités, si vous voulez, c'est le régime, c'est le parti État, réfléchit à comment se positionner sur la scène internationale dans ce contexte post-Tiananmen, où le régime a vacillé, vraiment, et surtout, en matière stratégique et internationale, fin de l'Union soviétique et, quelque part, montée en puissance des États-Unis, puisqu'ils n'ont plus de puissance en miroir venant les contester, en tout cas directement. Brièvement, on peut le regarder ensemble. Réévaluation de la politique étrangère, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, la Chine doit sortir de ses propres frontières et muscler sa politique étrangère, années 90 à aujourd'hui, c'est-à-dire renforcer son réseau consulaire et d'ambassades, former ses diplomates à toutes les langues du monde, être beaucoup plus visible et présente partout dans les instances internationales et dans l'ensemble des pays. On est fondamentalement sur une réévaluation de sa feuille de route de politique étrangère. Deuxième sujet, ses priorités stratégiques, les approvisionnements stratégiques, ça c'est évident, en matières premières, carbonées, minérales, si je puis dire, mais aussi alimentaires et agricoles. Et puis l'idée de dominer en Asie, retrouver un schéma primatial, retrouver la primauté en Asie. Il n'y aura pas d'équivalent de puissance en Asie. Ça pose tout de suite la question, on en parlera un peu plus tard dans la conférence, de l'Inde, qui est un énorme morceau, vous en conviendrez, mais également dans ces temps-là, 80, 90, 2000 jusqu'à aujourd'hui, du Japon, voire de la Corée, et la question de Taïwan. Et enfin, troisième point, on ne peut faire de politique étrangère et de stratégie sans la chose militaire, sans penser ou repenser la chose militaire, la modernisation militaire. C'est donc une révision de ce qu'on appelle sa doctrine d'emploi des forces, et notamment du sujet nucléaire, mais plus généralement de l'outil militaire lui-même, et j'y consacrerai quelques commentaires tout à l'heure. Simplement, quand on regarde, si vous le voulez bien, le graphique sur la partie droite, ascension de la Chine au rang de superpuissance économique, eh bien, vous voyez bien qu'en 40 ans, après cette fameuse croissance particulièrement forte, fulgurante de l'économie chinoise, eh bien, vous aviez, pour faire simple, des chiffres, en général, on dit 1% de la productivité mondiale, ou 1% du PIB mondial était chinois en 1980, c'est aujourd'hui autour de 20%. Et en fait, ce chiffre vient, stagner depuis 4-5 ans, un peu avant le Covid et autour de la période de Covid jusqu'à maintenant. Donc vous voyez qu'en fait, cette ascension fulgurante a pris 3 à 4 décennies, ce qui est une première dans l'histoire, ce qui n'est jamais été observé à ces niveaux-là de fulgurance, d'intensité dans l'histoire humaine, y compris dans l'histoire chinoise d'ailleurs, a priori, si on entend et on écoute bien les historiens. Ce qui n'est pas sans suggérer un certain nombre d'inquiétudes ou en tout cas de problématiques. Si on regarde le sujet des routes de la soie, ou en filigrane de notre sujet de ce soir, des routes de la soie contemporaines, vous avez 2 cartes que je mets volontairement en regard. Regardons d'abord la carte de la guerre commerciale ou de l'affrontement commercial Chine-États-Unis. C'est le résultat de cette ascension économique chinoise, adossée à une véritable stratégie politique. Aujourd'hui, c'est une carte qui est à peu près vraie pour aujourd'hui. La Chine a réussi à donner une cartographie qui est souvent peu évoquée, mais qui est pourtant bien opérante et réelle, avec la quasi-totalité du monde, et surtout s'imposer comme étant le premier ou dans pole position de partenariat commercial, un trade more with China, et en bleu avec les États-Unis.
en 30 à 40 ans, le produit de cela, de cette ouverture chinoise, de ces réformes économiques, de la montée en puissance en Chine et à l'extérieur de la Chine, eh bien cela, il reste une logique très archipélagique, ça vous parlera, du leadership économique américain qui n'est pas effondré, qui n'a pas disparu. Je ne fais pas partie de ceux qui disent que les États-Unis vont se casser la gueule demain matin. Ça, c'est des sujets qui peuvent être déconstruits, comme on dit aujourd'hui, précisément pour décrédibiliser, délégitimer la puissance américaine. Néanmoins, les volumes échangés. La machine industrielle chinoise s'est installée dans les réseaux de globalisation, ce qui fait qu'aujourd'hui, si on se trouve en Zambie ou si on se trouve en Roumanie, en Russie ou au Brésil, mon principal partenaire commercial, en 20 ans, 30 ans, est devenu la Chine. Et j'insiste bien, Zambie, Russie, Roumanie, Brésil. Vous voyez, je vous donne des contextes très différents, des régimes politiques très différents, des contextes géoéconomiques très, très, très différents. Subsiste, vous regardez ce qu'il subsiste en bleu, une mince partie de l'Europe occidentale. Vous voyez, même les Britanniques. Alors ça a peut-être changé pour les Britanniques, parce que la carte doit dater de la période Covid. L'Inde, question de l'Inde, on l'a évoqué tout à l'heure, le Japon naturellement, mais y compris les alliés stratégiques américains en Asie, Indo-Pacifique comme on dit aujourd'hui, je pense à l'Australie. L'Australie commerce en premier avec la Chine et de loin, la Corée du Sud et de loin, Taïwan, c'est en train de changer, j'y consacrerai quelques commentaires à la toute fin de la conférence, mais ça reste un sujet bien évidemment, on pourrait parler du Vietnam, subsiste simplement l'Inde, en Afrique, 1 ou 2 pays, la carte n'est pas complètement à jour parce que l'Algérie a basculé, serait en rouge, le Maroc, lui, continue d'échanger devant avec les États-Unis davantage qu'il le fait avec la Chine. Et en même temps, je change de carte, je regarde, les pays les plus endettés, l'accélération de l'installation de ces nouvelles routes de la soie, construction du rail, construction d'autoroutes, construction de ports, d'aéroports, de fibres optiques, parfois de campus universitaires, de programmes de centrales, d'unités énergétiques, que ce soit des centrales hydroélectriques, que ce soit des centrales nucléaires, etc., ont donné une nouvelle cartographie que vous avez sur la partie gauche de la diapo, de surfragilisation, de surendettement des pays. Si je regarde le contexte, d'abord, proximité asiatique de la Chine, Mongolie, Tadjikistan, Kirghizistan, c'est parfois plus de 40 à 50% de la dette qui est dédiée, ou en tout cas entre les mains de la Chine. Et ce, en une dizaine d'années, parce que ces pays assez fragiles, dont les économies peu diversifiées, ont contracté sous prêt chinois, à coups de milliards, des projets d'infrastructure qui n'ont pas toujours vu le jour. Suivez mon regard, la situation de la Réunion dans certaines zones. On ne veut pas de polémique, pas de commentaires, s'il vous plaît. Okay. Si je change de contexte, je regarde l'Afrique. Djibouti, Zambie que j'ai évoqué tout à l'heure, ou l'Angola, bien évidemment, mais c'est aussi vrai pour la Guinée-Équato, des choses comme ça. On a, sur ces zones-là, en particulier de Djibouti, 50 à 60% d'une partie de la dette entre les mains chinoises. Et alors, il y a eu le cas qui a été observé pendant le Covid, ou juste avant, peut-être 2019, de cette logique de debt trap diplomatie. D'ailleurs, les Américains qui se sont fait un plaisir de montrer ces réalités-là, avec une situation au Sri Lanka. Vous connaissez Sri Lanka, océan Indien, bien évidemment, la larme de l'Inde. Cessation de souveraineté suite à un contrat avec les Chinois d'import d'un grand projet portuaire qui était adossé à des projets immobiliers, une zone d'activité, une zone industrielle, etc., une zone franche en fait, à Hambantota, peu importe le nom, qui n'est pas d'ailleurs la façade maritime utile du Sri Lanka, puisqu'il y a déjà une empreinte portuaire qui est celle de Colombo, et donc dédoubler la chose était un plan soit foireux, sinon hardi, enfin bref, c'est pas net, c'est pas clair. Le Sri Lanka, incapable de rembourser sa dette, est rentré dans une négociation très dure avec le parti État chinois qui a imposé, si vous ne pouvez pas rembourser à temps, ce qui était des conditions intenables bien évidemment, eh bien vous cédez la gestion et le territoire sur l'ensemble de la zone du projet lui-même, portuaire, et de la zone franche entourant le port lui-même.
cessation de souveraineté dans des logiques qui sont en miroir des traités inégaux qu'on évoquait hier à propos de Hong Kong, puisque cessation pour, si ma mémoire est bonne, 95 ou 99 ans d'Anbantota aux autorités chinoises. C'est un des fruits, un des résultats de cette montée en puissance économique chinoise et de ce nouveau projet global englobant des fameuses routes de la soie. À partir de ces grands dossiers, qui sont quand même des sujets discutés aux Nations Unies, qui sont des sujets discutés de manière très, très sérieuse dans les prêts bancaires, au FMI, etc., bref, qui scrutent et qui regardent la fragilisation économique et financière d'États qui sont eux-mêmes déjà soit compliqués, bancals, sinon complètement fragilisés, eh bien, a été décidé, ou en tout cas de dire à la Chine, certes, vous êtes un grand pays en développement, certes, vous avez sorti de la pauvreté tant de millions de gens, etc., mais attention, attention aux mécanismes de prêts bancaires et de prédation en direction de pays qui sont fragiles et qui sont d'ailleurs plus petits que vous. Que pèse le Sri Lanka face à la Chine populaire d'1,5 milliard, 9 millions de kilomètres carrés. On est effectivement dans ces logiques de dissymétrie, sinon d'asymétrie, très utiles à la Chine. Je continue mon exploration de la montée en puissance chinoise à travers des infrastructures, des technologies, des prises de participation et de la montée en puissance quelque part des crispations et des tensions. Si je me détourne de l'Asie, on y reviendra tout à l'heure, j'en regarde un temps l'Europe. Et l'Europe méditerranéenne, l'Europe façade atlantique ou la partie Europe du Nord. Eh bien, je constate, ce qu'on a évoqué à l'instant, que le premier, sinon le deuxième partenaire économique de pays par pays, membre de l'Union ou pas, eh bien, est chinois. C'est-à-dire que la Chine a surinvesti l'Europe, au même titre que l'Europe lui a été très utile pour écouler ses produits. Vous aurez remarqué d'ailleurs, un des chapitres discutés lors de la dernière visite de Xi Jinping en France était le sujet des voitures électriques. Les voitures électriques sont déjà sur le territoire européen puisqu'elles sont réparties à 1, 2 ou 2,5 millions de véhicules individuels dans les ports belges et hollandais, entre Anvers et Rotterdam. Donc les bagnoles sont déjà là, les BYD. J'ai d'ailleurs vu une concession là à Saint-Denis, il y en aura 12. Donc si elles sont sur le territoire européen, suivez mon regard, vous voyez. Le sujet de la voiture, je l'ai compris, est un sujet réunionnais. Voilà. C'était le moment de vérifier si l'auditoire était toujours là. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous, au moins, vous roulerez électrique. Bref. Donc, tout ça pour dire que la machine industrielle chinoise s'est adaptée au contexte international, mais c'est également adapté à ses difficultés internes. Montée en gamme de la valeur du travail, enfin en tout cas de montée des salaires et de revendications en fait, salaires en Chine. Difficultés intérieures liées au Covid, mais avant le Covid, qui se sont accentuées avec la période Covid, parce que l'économie a été mise à l'arrêt en fait pour une bonne partie des secteurs économiques, pas les secteurs trop discrets, secrets ou stratégiques. Les Chinois, le parti a fait travailler les gens derrière le rideau, mais c'est adapté à cela et cherche à sortir une nouvelle fois ces surcapacités industrielles. Alors, ce n'est plus aujourd'hui métal, béton, acier, je ne sais quoi, en direction des pays tiers, quel que soit le pays tiers, pour construire un port, un stade, une route, une autoroute, mais aujourd'hui, ces surcapacités industrielles, 3 produits, retenez-les, parce qu'ils sont soit déjà là, soit ils vont arriver. Bagnole électrique, donc ça vous avez compris, donc BYD, puis il y a d'autres groupes. Panneaux photovoltaïques, voilà, suivez mon regard. Donc deuxième grand produit, c'est les Chinois appellent les New Three, les 3 nouveaux. Et troisième produit, les batteries multi-usages. Alors c'est des batteries qui sont soit pour du smartphone comme ça, différents produits de consommation quotidienne en fait. Et qu'est-ce que l'on fait? Eh bien on regarde les cœurs géoéconomiques de marchés consolidés stratégiquement sur la planète. Les États-Unis se sont refermés, il y a eu le passage Trump et un maintien d'une politique assez tendue avec Biden vis-à-vis de la Chine. Donc le ventre mou de cela reste et demeure l'Europe, qui met plus de temps à s'organiser pour essayer de résister que la force industrielle et les capacités industrielles
ont comme rapidité pour atteindre et arriver sur le marché européen. Donc on a un système à deux vitesses qui, quelque part, bénéficie encore à ces surcapacités industrielles chinoises. Mais ce n'est pas tout, puisque je vous ai mis une carte des ports. C'est un investissement portuaire qui a été assez massif. On estime aujourd'hui que c'est entre 10 à 20%, c'est peut-être plutôt autour de 15 à 20% de la façade portuaire européenne, qu'elle soit méditerranéenne, Atlantique ou mer du Nord, etc., qui est entre les mains de consortiums chinois pour des concessions. Donc, on est sur quelque chose qui, là aussi, est une vraie montée en puissance. Pourquoi ? Parce que, comme l'histoire nous le rappelait, on l'a évoqué lors des précédentes conférences, l'histoire de la réciprocité dans les canaux de communication, dans les routes commerciales. Au départ de la Chine, c'est bien le cas. L'identification d'un marché dans lequel on va pouvoir écouler et vendre nos produits, mais en maîtrisant les points A d'entrée, le canal de communication, la route, que ce soit du ferroviaire, de la route, etc., ou du naval, enfin du maritime, et le point B d'arrivée de consommation. Si ça part de chez moi, grande usine du monde qui demeure en Chine, même si c'est en train un petit peu de se déplacer vers l'Asie du Sud-Est, je maîtrise les réseaux portuaires et les lignes logistiques maritimes le long du monde et que j'ai une prise de participation au port du Pirée, à Barcelone, à Valence, au Havre, même s'il n'y a pas grand-chose qui circule, Bilbao, un peu Marseille, mais ça ne marche pas vraiment, en tout cas Rotterdam et Anvers, etc., etc., eh bien ça facilite, si je puis dire, l'écoulement des produits et ça facilite cette réappropriation des routes de la soie. Peut-être que les sièges de la bagnole électrique seront recouverts de soie. Enfin, dernier sujet pour cette affaire européenne, est la question de ce qu'on appelle les technologies de rupture. Rappelez-vous des grands débats sur 3G, 4G et 5G, demain la 6G, d'opérateurs chinois capables d'équiper avec des antennes, avec différents appareils relais, les pays européens, mais pas uniquement, en fait, l'ensemble de la planète, avec un réseau 5G. La 5G change tout. On change d'univers, en fait, on change de monde, puisque c'est une mise en connectivité, en connexion d'objets en réseau qui va pas décupler, c'est nettement au-dessus. La communication, en termes d'instantanéité, et surtout, on peut conduire des opérations à partir d'un réseau 5G qui sont sans commune mesure avec ce que l'on connaît, ce que l'on fait aujourd'hui. Ce sujet-là de la 5G, Huawei, un opérateur chinois, né en 87 avec la bénédiction de Deng Xiaoping dans les faubourgs de Pékin, confié à un ancien officier de l'APL, qui n'a jamais vraiment été militaire, l'armée populaire de libération, pardon, un ancien militaire de l'armée chinoise qui n'a jamais vraiment été combattant, mais en tout cas qui a eu la fonction de, et qui était membre, qui est toujours d'ailleurs membre du parti, va, dans la fin d'année 80, la fin de la décennie 80, avec la bénédiction du parti, créer ce qu'on appellerait aujourd'hui des sortes de licornes, ou en tout cas d'entreprises qui vont travailler sur les technologies avancées de ce temps-là, fin des années 80, début 90. Huawei, on ne connaît pas Huawei, commence à s'internationaliser au lendemain des années 2000, et va travailler très discrètement sur des sujets sur lesquels les Américains et d'autres États assez en pointe high-tech ne travaillent pas trop, notamment la 5G, à la fois individuelle, mais antenne relais et autres qu'on évoquait. Non seulement ils vont travailler et faire un saut qualitatif dans leur technologie, mais ils vont être en capacité de les exporter et de les proposer à un pays tiers, à une société tiers, à une entreprise, à une collectivité territoriale, à un individu. Et là, on mesure dans ce temps-là, tout ça est corrélatif de nos années lancement des routes de la soie depuis une dizaine d'années, on prend la mesure de cette montée en puissance chinoise qui n'est pas simplement cette usine du monde où on observerait qu'avec cynisme que la Chine sait fabriquer des ordinateurs portables, des réfrigérateurs et puis des arbres floqués pour Noël pour le 24 décembre. Vous voyez ? On est sur une capacité de monter en puissance en gamme sur des technologies que Américains, Israéliens ou que quelques groupes européens n'ont pas suivi ou n'ont pas fait. Question des semi-conducteurs aujourd'hui, question de l'intelligence artificielle aujourd'hui, question du quantique aujourd'hui, physique quantique et supercalculateur aujourd'hui,
question d'objets connectés, question tout simplement non plus de la 5G, mais de la 6G. Donc on changera encore d'univers dans les télécommunications. À partir de là et du dialogue stratégique entre Europe et Amérique, États-Unis, notamment pendant la mandature Trump, d'intenses discussions vont voir le jour pour dire ça commence à être très compliqué en matière de souveraineté, en matière de sécurité nationale, donc on rentre dans une logique beaucoup plus frictionnelle directement avec la Chine populaire. Le temps de la naïveté doit disparaître, il faut s'organiser et réagir. Je continue. D'autant que, et je reviens à la partie asiatique, de nos routes de la soie et de nos implantations chinoises, normalement vous devez à peu près, la carte est lisible, hein, c'est une petite cartographie, que la Chine a dans ses priorités stratégiques, d'abord et avant tout, de prendre pied en Asie et de dominer en Asie, ce que j'évoquais tout à l'heure. Ce qu'elle a dans l'histoire longue fait, dans l'histoire asiatique, sa propre histoire impériale fait, avec des moments d'expansion, des moments de contraction. Vous avez des moments d'essor particuliers, dynastie Tang, 7e, 9e siècle, ou même 10e siècle, de rayonnement à la fois culturel, intellectuel, même institutionnel de l'Empire chinois, vers le Japon, passant par la Corée, vers l'Asie centrale, la fameuse route de la soie. Puis, on a évoqué ensemble dynastie Ming, donc équivalent de Moyen-Âge pour nous, si vous voulez. Allez, on va à la louche 12e, 13e jusqu'au 15e siècle, même 17e, milieu du 17e, réalisé, 14e au 17e, pour être clair, dynastie Ming, réalisé un épisode, on en a parlé ensemble l'autre soir, naval et maritime à travers des missions d'expédition, d'exploration en mer de Chine, vous l'avez sous les yeux, franchissant le détroit de Malacca en direction de l'océan Indien, ça vous parlera, jusqu'aux côtes de l'Afrique de l'Est, voire une partie du Moyen-Orient. Expédition maritime chinoise qui donnerait une coloration navale et maritime à la puissance impériale chinoise. Mais quand on regarde très concrètement cette histoire-là chinoise impériale, elle n'a finalement fait que se maintenir par continuité géographique dans son environnement asiatique, en butant sur les parties himalayennes et les univers indiens, en butant vers les régions arides et désertiques de l'Asie centrale, au nord avec l'environnement steppique, et à l'est avec la mer qu'elle ne cherchera jamais à dominer. La Chine est, dans son histoire longue et intime, puissamment continentale, puissamment profondément terrestre, et non pas maritime, indépendamment d'histoires locales, vernaculaires, de déesses protectrices des pêcheurs de telle ou telle localité, etc. Elle est d'abord et avant tout continentale et terrestre. Ce qui fait que son développement va quelque part se suffire à cette immense tâche que vous avez sur la carte rouge, qui fait presque 10 millions de kilomètres carrés. Excusez du peu, c'est quand même un sacré morceau. Ce qui est intéressant d'observer en parallèle, et ça c'est une nouveauté pour la diplomatie chinoise et pour la présence chinoise, en tout cas contemporaine, depuis 20 à 30 ans, en parallèle de cette montée en puissance économique, c'est qu'on va avoir ce qu'on appellerait, ce que j'appelle pour être pédagogique si vous voulez à dessein, une poussée chinoise vers la mer, vers le Pacifique, c'est-à-dire profondeur pacifique au-delà de Taïwan, une poussée chinoise vers l'Océanie, une poussée chinoise vers l'océan Indien, une poussée chinoise, donc tout ça est assez maritime, et une poussée chinoise vers la profondeur eurasiatique, Asie centrale, Moyen-Orient. Qu'est-ce que ces poussées chinoises recouvrent ? La densification du réseau diplomatique et consulaire que j'évoquais tout à l'heure, la montée en puissance de son outil militaire qui est de plus en plus présent et de plus en plus polyvalent dans cette auréole asiatique, dans cette périphérie asiatique, du Pacifique, Asie du Sud-Est, Océanie, jusqu'en océan Indien. Que ce soit des pêcheries chinoises pour les eaux réunionnaises riches en poissons, la légine notamment, voilà, on connaît ça par cœur, qui intéresse, ou le krill, encore plus au sud, quand on va vers l'Antarctique. Donc on commence à être très loin de la Chine. Mais cette poussée chinoise est aussi, diplomatique, militaire, je disais, donc industrielle, pêcherie, économique, est aussi
une logique, si vous voulez, très reprendre contact ou prendre contact avec les diasporas, avec des populations sino de telle ou telle tranche de diaspora depuis 1000 à 1200 ans. Et donc, reprendre, se réapproprier une histoire et une géographie des diasporas chinoises dans l'ensemble de cette Asie élargie, jusqu'à La Réunion, jusqu'en Calédonie, jusqu'à Papeete, jusqu'à Yokohama, pour nos amis japonais, jusque je ne sais pas où vous voulez, où s'arrêteront ces sujets-là. Et à partir de cela, il y a une volonté chinoise de redessiner tout simplement les équilibres régionaux et de procéder, et vous avez quelques images là, non pas tant à une montée en puissance pacifique, comme le régime le disait au début de ce siècle, montée en puissance pacifique de la Chine, etc. Chers voisins, ne craignez pas la puissance chinoise, c'est une puissance douce, etc. Eh bien, va se compléter de ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire, dans ces eaux proches et de moins en moins proches, une militarisation, une artificialisation des récifs, de la mer, de l'océan peut-être pas parce que c'est compliqué, mais en tout cas de la mer, et notamment de la mer de Chine, et de violer les traités internationaux, de ne pas respecter les traités internationaux, notamment du droit maritime international, que la Chine a signé et ratifié, Convention de Montego Bay en 82, en militarisant des récifs coralliens, des bancs de sable, en les bétonisant, les artificialisant, et en élargissant sa bulle d'influence stratégico-militaire à très loin en Asie du Sud-Est, débordant sur son voisinage malais, vietnamien, philippin, indonésien, jusqu'aux portes de Singapour et du détroit de Malacca. Bref, on a une montée en puissance chinoise qui est tous azimuts, mais qui cherche à retrouver de la continuité géographique depuis la matrice continentale, à retrouver cette continuité géographique depuis la matrice continentale sur la mer. C'est pour ça qu'on a une formulation d'ailleurs qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est une logique en fait de puissance continentale qui croît sur mer comme elle croît sur terre. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que ce que vous avez, les petites photos là que vous avez là, en fait c'est des bastions, c'est des points relais tactiques qui servent une stratégie plus large. C'est-à-dire que je vais pouvoir, en bétonisant tel ou tel récif, tel ou tel banc de sable, en l'élargissant, en faisant quelque chose de solide, construire des infrastructures qui vont permettre un point relais pour le prochain coup beaucoup plus loin. Pour des avions, donc avoir une élongation supplémentaire avec tel ou tel type d'avion, qu'il soit militaire ou pas d'ailleurs, envoyer des groupes de touristes chinois pour prendre la mesure de cette mer de Chine du Sud en convoquant une histoire ancienne, mythifiée chinoise, etc., etc. Mais bref, en empiétant sur le droit international. Ce que la Chine réalise dans son environnement régional, elle va chercher à l'étendre à travers logique de route de la soie, mais plus généralement de ces logiques tactiques et stratégiques, d'abord et avant tout, et on observe une accélération vraiment nette depuis la sortie du Covid, donc depuis 2 ans. Côté chinois, nous sommes sortis du Covid depuis toujours, dans la sphère non occidentale, à savoir relire des préceptes théoriques de Mao de la guerre froide. Et si vous le permettez, je vais vous donner quelques commentaires sur ces sujets-là. 1949, proclamation de la République populaire de Chine à Pékin par Mao et ses troupes. La Chine est isolée. Plus précisément, le Parti communiste chinois est isolé et a absolument besoin de soutien, ou d'alliés, ou en tout cas de partenaires stratégiques. Tout de suite, la Chine se tourne vers l'éternel pays avec lequel le parti a développé des liens d'instruction, des liens d'espionnage, des liens de formateurs, et tout ce que vous voulez, l'Union soviétique. Et donc en 1949, la Chine va très rapidement, Mao va s'orienter vers l'Union soviétique, une sorte de mariage qui va durer une dizaine d'années, suivi d'un divorce compliqué, au sujet du nucléaire explosif, pour être dans une lune de miel qui bascule sur un divorce qui était explosif entre Moscou et Pékin après 10 ans. Pendant ce temps, Mao observe le monde, voyage pas en fait, certains dirent peu, en fait c'est lui faire de lui une sorte de grand voyageur. Peu, il était une fois à Moscou
et c'est tout. Et la deuxième fois où il s'est déplacé à l'étranger, c'est pour aller dans une ambassade à Pékin. Donc il sort peu de Chine. C'est un Chinois, il sort peu de Chine. Il regarde la Chine. La Chine lui suffit pour développer sa pensée. Parce qu'il y a une vraie pensée. Le type est à la fois un tacticien et une dimension stratège. Et il observe le monde, années 50, années 60, et notamment, on dirait aujourd'hui un grand forum, mais qui est en fait une grande réunion multilatérale, multiétatique, importante dans la géopolitique du XXe siècle, qui est la conférence de Bandung en 1955, où il y aura bien évidemment des émissaires chinois, Bandung donc Indonésie, conférence des non-alignés, qui va donner naissance au mouvement tiers-mondiste, qui va donner naissance à une grille de lecture du monde tiers-mondiste, non-aligné, pas vraiment sur Washington, pas vraiment sur Moscou, donc on est le tiers, comme il fut un temps le tiers-État, il y aura un tiers-monde, Alfred Sauvy, etc. Conférence de Bandung en 1955. Mao observe ça et il se dit « Je vais moi-même développer une théorisation des mondes pour que la Chine retrouve la place qui lui est due. » Au lendemain de ce qu'on évoquait hier soir ensemble, du siècle des humiliations infligées par les Japonais, les Occidentaux, quelque part, à un moment, les Russes. Mais enfin, en tout cas, d'abord avant tout, les Occidentaux, c'est plus facile de leur taper dessus. Ça me permet justement de leur taper dessus, d'avoir la légitimation d'une voie tiers-mondiste. Bandung et post-Bandung, Mao réfléchissant au monde, et propose la théorie dite des trois mondes, théorie des trois mondes. Trois mondes s'affronteraient pendant ces années 50, 60, 70. Il va mûrir cette théorisation pendant plusieurs années. Il y a une première strate, un premier monde, où vous avez la puissance américaine face à la puissance soviétique. Deux grandes puissances avec des arsenaux militaires, nucléaires, programme spatial, des technologies de pointe, bref, et qui ont une aura, les deux internationales et cherchant à être une aura globale. Face à face, premier monde. Deuxième monde, qui sont les États industriels et sociétés industrielles développées post-Seconde Guerre mondiale, dans lesquelles on retrouve une partie de l'Europe occidentale, le Japon. Et puis il y a une troisième strate, un troisième monde, qui est, vous avez compris, le fameux tiers-monde, le reste. Et la Chine, à travers la pensée de Mao, si vous voulez, se veut être le leader de ce troisième monde, de ce tiers-monde, contre l'Inde et contre quelques possibilités de polarité panarabique avec Nasser égyptienne à une époque, voire indonésienne à une autre époque, etc., etc. La Chine, du fait de son poids naturel, de sa primauté naturelle, serait le leader de ce troisième monde. Cette grille de lecture-là est aujourd'hui puissamment réappliquée aux théories des relations internationales depuis Pékin. Qu'est-ce qui a changé ? La Chine a simplement monté un étage, puis un autre étage, remplaçant la puissance soviétique qui a disparu, a priori, la Russie aujourd'hui, pour faire et se placer dans cette première strate, dans ce premier monde, face à la puissance américaine, et à terme dépasser la puissance américaine. Ce qui m'amène dans la suite de ce cadrage un peu théorique à une reprise, si vous voulez, de cela, et une adaptation de ce champ théorique-là dans les successeurs de Mao, sans évacuer totalement la pensée Mao, en tout cas cette logique-là, notamment à travers Deng Xiaoping, en disant le commerce et l'ouverture et le saut qualitatif des technologies, la maîtrise des technologies, alors que la Chine, à part le nucléaire, avait accumulé un certain nombre de retards technologiques pendant la période Mao, eh bien, ce retard-là doit être comblé, d'où l'ouverture chinoise tous azimuts et les transferts de technologies, et aujourd'hui la capacité de Huawei de proposer de la 5G, de récolter du matériel sur la face cachée de la Lune, la semaine dernière, d'avoir des systèmes quantiques extrêmement puissants, etc., 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 pour dépasser et être dans une logique de pole position, de premier dans les technologies mondiales. Ce que la Chine fait dans les technologies va chercher à le faire dans l'espace onusien, c'est-à-dire chercher, en évinçant Taïwan, début des années 70, souvenons-nous, le vote justement des non-alignés pour le retour de Pékin à l'ONU, coinçant et évinçant la République de Chine, Taipei, Taïwan, à l'ONU. Les Taïwanais quittent la salle de l'ONU, l'Assemblée générale, et n'y reviendront pas. Pékin investit l'ONU, tournant des années 70. Aujourd'hui, quand on fait le décompte,
sur les 15 agences onusiennes, vous savez, pour chaque thématique, etc., pour la première fois dans l'histoire de l'ONU, 4 agences, et pas des moindres, sont dirigées par des responsables chinois qui sont en train de faire leur souvent deuxième mandat, voire en train de briguer un briquet aussi, hein. Lapsus, mais briguer et briquet, voilà. un troisième mandat. Investir donc l'ONU, 4 agences, on peut regarder ensemble si vous voulez, la FAO, donc alimentation, agriculture, éminemment stratégique pour les normes et standards, pour le développement agricole, pour le développement tout court, l'OACI, l'aviation civile, normes et standards sur l'aviation civile, c'est pas rien d'être à la tête d'une agence comme celle-ci, l'ONUDI, qui est en Suisse, je crois, ou en Autriche, ou vérifiez, enfin, le siège est en Europe, qui est l'Organisation pour le développement industriel. C'est un outil essentiel pour le développement des pays émergents et de développement, ex-tiers-monde. Et la 4e, voilà, en général, j'ai toujours... Ah oui, l'IUT pour les télécommunications. Et on retrouve ici le lien avec Huawei notamment, mais ce n'est pas le seul groupe. Bref, on a une montée en puissance tous azimuts, y compris dans l'espace onusien des relations internationales. Si je regarde plus en détail, cette logique qui est renforcée, disais-je, depuis au moins 2 ans, des pays émergents et en développement, je vous ai remis ici quelques grands points, je ne vais pas tout commenter, mais simplement de rappeler qu'on est sur une volonté de construire un monde très à dominante chinoise, normes et standards au sein de l'ONU, en tout cas de maîtriser davantage les règles, les normes de l'ONU pour les siniser, si je puis dire, ou en tout cas de les transformer de l'intérieur, et à côté de cela, avoir des initiatives diplomatiques et multilatérales non onusiennes, d'obédience, si je puis dire, chinoise, d'initiatives chinoises, sinon russes, et je vous donnerai un exemple à toute fin du topo tout à l'heure, qui permettent de construire un monde international, un système international, si vous voulez, à côté du système onusien. Et la Chine est en train d'à la fois neutraliser le système onusien en construisant un monde à part, dédollarisation, nouvelles normes, nouvelle organisation internationale, nouvelle circulation bancaire, etc., etc., etc. Bref, les États africains, les États latino-américains, les États d'une large partie de l'Asie, qu'elle soit Asie centrale ou que ce soit Asie du Sud-Est, sont éminemment importants pour la Chine. Pourquoi ? Pour diversifier son portefeuille à la fois politique, puisque à l'ONU, un siège, un pays, un vote. Et donc si j'ai dans ma sphère d'influence une cinquantaine d'États africains, ben ça fait une cinquantaine de votes sur 193 États, c'est déjà pas mal. Il suffit de continuer de travailler comme ça en Amérique latine. On en a 30 de plus, 20 de plus par-ci, par-là, et on observe comme ça aussi, quelque part dans une grille de lecture indirecte, rappelez-vous des votes de neutralité, des pour et des contre, sur l'Ukraine, guerre en Ukraine, sur Gaza, etc., ces 2 dernières années. Mais c'est aussi un portefeuille extrêmement important pour, j'allais dire, sanctuariser ces approvisionnements en minerais, en soja, en excédent de viande, en étain, etc., puisque je vais, en parallèle de la montée en puissance économique chinoise, maîtriser l'amont-aval de l'ensemble des chaînes industrielles. Un exemple, on parlait des voitures électriques à l'instant, eh bien la Chine a réussi en 15 ans à véritablement construire une industrie automobile en puisant et en s'inspirant de l'industrie automobile japonaise, américaine, allemande et française, pour faire simple, en proposant BYD est 100% chinois ou chinoise, les voitures électriques chinoises, BYD c'est 100% chinoise, sanctuarisant pour les bagnoles électriques, les batteries, les terres rares, métaux rares, principalement en Afrique, principalement en République démocratique du Congo, puisque vous avez à peu près une hégémonie chinoise sur 70 à 90% en fonction des éléments des minerais au Congo, puis dans d'autres pays RDC, pays centra-africains, entre les mains de Chinois, raffinerie, traitement, transformation à destination de voitures électriques, de batteries. Je maîtrise la chaîne amont-aval sur une filière, batterie électrique, véhicules électriques, etc. etc. D'où l'idée, je vous ai mis une petite carte de ça justement, sur les investissements chinois de 2021, où la part de la Chine dans la production mondiale des matériaux critiques. Vous voyez, donc tungstène, terres rares, graphite, etc., germanium. Ce qui fait que quand on maîtrise la chaîne amont-aval sur ces sujets assez stratégiques, je suis également en capacité, dans une négociation internationale,
d'imposer mes vues, d'imposer mes standards, d'imposer mes intérêts, notamment aux Européens, sur ces produits-là que vous avez sur le petit graphe sur votre droite. Bref, quand on regarde le sujet, en fait, on a la constitution d'une sorte de nouvelle géographie internationale avec la grille de lecture des priorités chinoises. On a deux dynamiques, me semble-t-il, je fais très rapidement. On a une dynamique qui est bien évidemment celui de la sphère immédiate de la Chine, la continuité géographique, parce que la Chine fonctionne comme ça et a toujours fonctionné comme ça dans le temps, ce qui fait qu'on va avoir une très forte prégnance chinoise au Laos, une très forte prégnance chinoise au Pakistan, en Mongolie, au Kazakhstan ou au Cambodge, même s'il n'y a pas de continuité géographique Chine-Cambodge. Mais bref, c'est en Asie, il y a le ressort des diasporas, il y a une proximité géographique quand même, mais également une très forte intensité maintenant qui est réticulaire en réseau, comme dirait l'autre, avec des États très loin en matière géographique, en matière de distance géographique, de la Chine populaire. Certains États en Afrique, je ne rentre pas dans les détails, certains États en Amérique latine, où on est en droit de se demander si vous voulez, cette géopolitique-là n'est pas en train, au regard du déséquilibre des relations, je pense notamment sur un sujet sur lequel je travaille un petit peu, qui est celui des relations Chine-Brésil, où des pays sont en train de se mettre en matière de souveraineté pratiquement entièrement entre les mains des Chinois. On a évoqué avec quelques pays africains sur l'extraction, le secteur de l'extraction. Si je donne l'exemple brésilien, juste pour illustrer le propos, sur l'électricité. Production électrique au Brésil et distribution électrique au Brésil. Elle est passée à 20, 30, 40, parfois dans certains États brésiliens à plus de 60% entre des mains de consortiums chinois. Vous imaginez s'il peut se passer quelque chose. Dans une logique de négociation, quelque chose qui ne marche pas trop, j'ai la possibilité de vous éteindre. Voilà, on est exactement sur ce type de situation. Bon, je vous ai mis cette petite carte de ça, vous pouvez retrouver ça dans une publication qu'on avait donnée dans la revue L'Éléphant, qui sont sympas d'ailleurs pendant le Covid, donc ça c'était assez rigolo, quoi. Si on continue, et j'en terminerai, si vous me permettez, encore une quinzaine de minutes, qu'on ait le temps de discuter quand même, quinzaine de minutes, parce qu'il faut qu'on quitte à 20h. Donc, des organisations internationales non occidentales, non onusiennes. L'Organisation de coopération de Shanghai et Yves Bosquier évoquait tout à l'heure les BRICS, qui est une autre organisation internationale non occidentale et a priori non onusienne. Je vous propose de développer le sujet de l'Organisation de coopération de Shanghai. Pourquoi ? Parce que ce sujet-là, vous le connaissez certainement, est à l'initiative à la fois de Moscou et de Pékin. Première réunion, 1996. On est 5 ans à peine après l'implosion de l'Union soviétique et sur le non-règlement, la non-délimitation définitive et démarcation des frontières chinoises avec la sphère soviétique qui l'environne, par l'Asie centrale, qui vient d'imploser, qui vient de donner naissance à des nouveaux États de la CEI, la Russie dans la partie sibérienne au nord-est, frontalier Mongolie, suivez-la sur la carte. Et donc, on a ce sujet de dire il faut qu'on rencontre nos homologues chinois pour discuter, et inversement les Chinois, nos homologues post-soviétiques, pour discuter délimitation, démarcation des frontières. La Chine va provoquer un rendez-vous, provoquer une réunion à Shanghai. Ils se sont réunis pour la première fois sur le bord du Bund, mais en face, à Pudong, le centre financier qui en 1996 était en train de pousser comme un champignon. Dans un grand restaurant, le président à l'époque, qui était tous de filiation shanghaïenne, aimait recevoir les gens, parce qu'à l'époque, pour recevoir, il n'y avait pas non plus 12 palais et compagnie, donc voilà, bon, ça c'est la petite anecdote. Première réunion en 1996 de ce qu'on appelait le groupe de Shanghai, de 5 pays, Russie, Chine et 3 pays d'Asie centrale, qui sont frontaliers Chine. Et puis, à l'issue de cette première réunion en 1996, du groupe de Shanghai, du groupe des 5, donc revoyez un peu l'univers international en 1996. Hein. Vous voyez, guerre des Balkans, Europe, cohabitation, hein, c'est ça non, on est presque à la cohabitation côté Chirac-Jospin, donc ça va venir. Bon, bref, je m'amuse avec ça. Suite à cette première réunion, il y aura le sujet des frontières, mais il y aura le sujet de dire, indéniablement, nous, Chinois, nous avons des velléités économiques et commerciales, donc on va commercer avec vous comme on n'a jamais commercé. Donc,
Derrière l'idée de frontière, c'était d'ouvrir des postes frontières pour laisser circuler hommes et marchandises en direction de l'extérieur, de la Russie, en direction du Kazakhstan, etc. Et vous, Russes, vous avez du gaz, vous avez du bois, vous avez de l'eau, vous avez des minerais. Ça serait intéressant qu'on commence à réfléchir à organiser des routes pour acheminer ces produits dont nous, avec notre machine industrielle, nous aurons considérablement besoin. Vous, Turkmènes, vous, Kazakhs, etc., vous avez du gaz, du pétrole, puis le tableau de Mendeleïev est présent dans votre sol et sous-sol au Kazakhstan, donc ça sera assez pratique si on pouvait exporter si vous pouvez exporter vos produits vers notre marché industriel. Donc, derrière la question des frontières, vont être très rapidement discutés des sujets commerciaux. Et puis, probablement, des sujets d'évolution de ce format, groupe de 5, à quelque chose qui va se transformer en 2001, souvenir, 2001, le groupe de Shanghai en organisation de coopération de Shanghai. Membre fondateur permanent, le groupe des 5, auquel vont s'associer les autres pays d'Asie centrale, sauf -1, mais le Turkménistan qui est un peu à part, mais qui sera toujours un pays partenaire de l'organisation, en tout cas un pays observateur et partenaire des discussions, des échanges de l'organisation. Se transformer en une véritable organisation internationale qui doit se réunir tous les ans avec des réunions intermédiaires, ministérielles, sectorielles ou thématiques, mais qui doit tourner un coup à Pékin, dont le siège sera transféré à Pékin, mais on garde l'idée de Shanghai en mémoire de la première réunion, et puis un coup dans un pays membre, soit en Russie, à définir le lieu de réception, soit au Tadjikistan, soit au Kazakhstan, etc., etc. Cette organisation va ne faire que croître jusqu'à aujourd'hui. Et vous avez à peu près la cartographie qui est maintenant à peu près à jour. Oui, elle est à jour, mais ça va changer sûrement d'ici la fin de l'année, puisque les réunions sont en général à l'automne, de ce groupe de Shanghai, de cette coopération de Shanghai. L'organisation internationale, vocation régionale, va s'étendre, va croître et va intégrer le Pakistan et l'Inde. Incroyable. 2 pays frères et demi. Stratégiquement, le Pakistan est lié à la Chine et stratégiquement, l'Inde redoute la Chine et inversement. Vous voyez, donc, on arrive à mettre tout ça dans une même salle. Ce qui fait que les discussions ne peuvent pas vraiment aboutir quand on a cet ensemble-là. Mais on a des sous-formats à l'intérieur du format. Bon. Et puis, l'organisation va s'étendre à l'Iran. L'organisation va intégrer des partenaires de discussion, des observateurs en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, jusqu'au Moyen-Orient, jusque dans le Caucase. Et quand on regarde cette carte, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un club qui est fermé au Japon et aux États-Unis, c'est dans les textes, dans les statuts, fermé au Japon et aux États-Unis. C'est un club qui retrouve une profondeur stratégique eurasiatique, nos fameuses routes de la soie, avec une primatie chinoise. Aucun autre pôle au sein de ce système-là, en dehors de l'Inde, qui est très particulier, n'est égal au poids de la Chine. Et on a le club des puissances nucléaires, Corée du Nord à part, non occidentales. On y retrouve la Russie, on y retrouve la Chine, on y retrouve le Pakistan, on y retrouve l'Inde et l'Iran. Or, Corée du Nord, je disais. Et puis après, on peut se faire un peu plus de vapeur, si vous voulez. Quand on regarde, c'est 30% d'uranium, 30% du charbon, du machin, du truc. Bon, tout ça sont des grandes tendances, des grands indicateurs. Ce qui est intéressant, c'est que côté occidental, on a trop souvent, par arrogance, cynisme, mais surtout par arrogance, dit que ce groupe-là est une sorte de coquille vide. On n'en tirait rien, etc. Et puis aujourd'hui, à se dire, oulala, tempête sous un crâne, vous voyez, compliqué, c'est une réunion dans laquelle nous n'avons plus accès, et nous ne pouvons plus, au regard de l'état du monde aujourd'hui, avoir accès, et qui est en train de se coaliser pour créer une logique de bloc et antagoniser les mondes. Je disais, cette cartographie va évoluer d'ici la fin de l'année, et puis bien évidemment année prochaine, etc., puisque comme les BRICS, alors BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, est aujourd'hui à BRICS plus 6 et en fait BRICS plus 5, puisque dans les 6, la Chine a travaillé à essayer d'étendre la toile et le format des BRICS à 6 nouveaux pays, Chine, Russie, mais surtout le poids de la Chine. Sur les 6, avec l'élection de Javier Milei, Argentine, il s'est retiré du processus d'adhésion, et donc on aurait 5 membres adossés aux BRICS aujourd'hui, ce qui donne presque un nouvel acronyme, bric-à-brac. Il faut chercher, ils n'ont pas trouvé. C'est pour revérifier si vous étiez toujours avec moi. Arabie Saoudite, Iran,
Alors il faut Émirats, on en a 3, Éthiopie, Égypte. Et vous aviez une cartographie qui voulait quelque chose de post-tiers-mondiste en tapant un pays en Amérique latine, donc l'Argentine, mais qui s'est retiré du processus. Donc pays du Moyen-Orient, pays africains, pays latino-américains. Le processus d'élargissement des BRICS, comme le processus d'élargissement et de consolidation de l'Organisation de coopération de Shanghai, est aussi en cours. Quid des candidatures du Mexique, par exemple, quid des candidatures pour les BRICS, quid des candidatures de l'Algérie, par exemple, d'autres pays africains, d'autres pays asiatiques, l'Indonésie peut-être, le Vietnam. Et tout le monde est entre deux en train de peser le pour et le contre par rapport à ce face-à-face sino-américain. Bon, je passe là-dessus rapidement. Ce qui nous amène, je terminerai là-dessus si vous le voulez bien, à la guerre demain, Taïwan. Probablement que dans tout ce que je viens de décrire assez brièvement, Taïwan demeure et représente un véritable verrou. Pourquoi ? Parce que c'est pour le parti-État à Pékin une impossibilité d'avoir deux Chines, d'avoir deux modèles chinois. De surcroît, Taïwan s'est démocratisé depuis presque 30 ans maintenant, ou à peu près une trentaine d'années, et donc ça voudrait dire qu'il y a un pays confucéen, majorité chinoise, Han, mais un peu métissé, etc., qui est une démocratie, ce qui est politiquement très insécurisant pour nous, régime communiste à Pékin. Donc il faut les réduire, il faut les réduire, il n'y a pas d'autre mot. Et donc on a sur ce sujet-là une montée en puissance et en pression du régime chinois sur Taïwan. Derrière cette logique démocratisation et insécurité politique, il y a une vraie dimension stratégique qui est celle, et c'est pour ça qu'on parle de verrou stratégique, de prendre Taïwan permet, comme disent les communistes, la réunification, etc. Petite parenthèse, le Parti communiste chinois n'a jamais mis un orteil à Taïwan, et l'archipel taïwanais a été raccordé à l'histoire chinoise, à l'empire chinois très, très tardivement, XVIIe siècle, voire XVIIIe même, tardivement XVIIe siècle, à l'empire Qing, à l'empire mandchou. Donc très tardif dans l'histoire chinoise. Permettrait cette absorption de Taïwan une ouverture stratégique sur le Pacifique et remettre en question les équilibres sécuritaires et d'alliances stratégiques nippo-américaine, coréano-américaine, bref, un véritable basculement en matière stratégique, un véritable basculement en termes d'ordre international dans les équilibres mondiaux. Et puis, bien évidemment, c'est pour ça que je vous ai mis le petit graphe là sur les capacités industrielles. Il y a la question industrielle de Taïwan qui domine et qui polarise les capacités de fabrication des semi-conducteurs présents partout, dans les véhicules, dans nos téléphones, dans les ordinateurs, dans les avions, etc. Et notamment de très grande petite taille, de toute petite taille, de 3 nanomètres, 5, 3, voire 1 nanomètre demain, que la Chine, ces technologies-là, ne maîtrise pas encore. Donc il y aurait derrière aussi une volonté d'asseoir son hégémonie et sa maîtrise sur des technologies de pointe. Et donc on a une obsession taïwanaise qui s'est développée, qui s'est accrue ces dernières années. Probablement que d'ici 2030, comme on a pu observer quelque chose auquel on ne voulait pas croire, ne pas voir, ne pas penser, l'invasion russe de l'Ukraine, comme on a été surpris par le 7 octobre, nous aurons une autre surprise. Alors, est-ce que ça va arriver pendant l'été, comme on est enregistré, voilà, c'est dans les archives 2024 pendant les JO, hein, j'entends, c'est pendant qu'on fera le lancer de javelot. De l'autre côté, il y aura des lancers d'autres types de javelots, vous voyez. Peut-être. Alors, comme je suis enregistré, je regarde la caméra. J'y crois pas. Je regarde pas pour l'été. Compliqué, mettre en place une opération militaire, même un blocus un peu lourd, multivarié, compliqué autour de Taïwan. En revanche, d'ici 2030 et même avant 2027, très plausible. Vous voyez, comme l'académique avance sur la pointe des pieds, très plausible. En plus, ça fait très intello de dire ça. Very plausible. Très plausible. Pourquoi ? Parce que la combinaison des facteurs guerre en Ukraine focalise l'attention et les efforts militaires, économiques et de société civile
sur l'Ukraine. On soutient ou pas l'Ukraine, on soutient ou pas la Russie. Merde, fait chier, quoi. Je fais exprès, c'est la dernière conférence, c'est le soir. Voilà, quelle est notre position sur ça? Salopard d'Ukrainiens, salopard de Russes, etc. Donc ça occupe aussi bien le politique que le militaire qui se dit il y a quand même la guerre sur le sol européen. Il y a eu certes les épisodes balkaniques des années 90, mais là, c'est, comme on dit, de la haute intensité, c'est-à-dire beaucoup de missiles, beaucoup d'hommes, beaucoup de blindés, beaucoup de morts, beaucoup d'horribles choses qui est sur le territoire européen. Mauvaise limonade. Et puis, il y a le 7 octobre, avec une autre polarisation. Est-ce qu'on soutient, est-ce qu'on ne soutient pas? Et comment on fait? Est-ce qu'on peut sortir de cette crise, etc. A priori, on voit qu'on ne peut pas sortir de cette crise. S'ajouterait à cela un autre point de focalisation et donc de dilution des efforts, en tout cas des soutiens, de la réflexion, de la dispersion des efforts et des soutiens sur un front asiatique, en particulier dans le détroit de Taïwan, quelque part autour de Taïwan, dans le détroit ou dans l'approche maritime chinoise. Pour ces raisons-là, l'histoire s'accélère. On observera inéluctablement, je ne le souhaite pas, je ne le convoque pas, mais c'est à froid, et gardons la tête froide pour réagir au mieux et dans la durée, l'important c'est de durer, Taïwan d'ici 1 an, 18 mois, 2 ans, 3 ans. C'est évident. Alors, pas une opération militaire, franchissement du détroit, avec une opération amphibie, d'idées, c'était la façon de rendre hommage aux d'idées depuis Saint-Denis de la Réunion, parce que trop lourd, trop compliqué. En revanche, un blocus, ou en tout cas s'entraîner aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai mis cette petite carte avec le nombre de traits rouges, s'entraîner aujourd'hui, tous les jours, tous les mois, tous les ans, de manière croissante, avec de plus en plus d'aéronefs, de plus en plus de navires, tout type de navires, avec des liaisons spatiales, du cyber, etc., conditionner un ensemble pour réaliser, simuler les possibilités, les conditions d'un blocus de Taïwan et voir comment ça réagit. Blocus 1 jour, 3 jours, 5 jours, 1 semaine, 15 jours. Réserve alimentaire taïwanaise, je pose la question. Réserve en eau douce, taïwanaise, je pose la question. Réserve en unité énergétique, électricité taïwanaise, je m'interroge. Et derrière, tout le spectre diplomatique, soutien ou pas des États-Unis, intervention ou pas des États-Unis, quid des acteurs régionaux type Japon, Corée, etc., quid de ce que nous ferions, nous, dans ce cas de figure-là. Cet environnement-là, et j'en termine par là, cet environnement-là, nous sommes en fait en train de l'observer, jour après jour, dans le détroit de Taïwan et tout autour de Taïwan, qui est plus ou moins aigu, plus ou moins exacerbé, selon le contexte politique régional ou international. Une visite américaine à Taïwan, une visite je ne sais quoi taïwanais aux États-Unis, un sujet européen qui frictionne les Chinois. On va envoyer non pas 12 aéronefs, mais on va en envoyer 34, etc., etc. On est en train de s'entraîner fondamentalement, quand je dis on, c'est les armées chinoises, aux conditions réelles d'une possibilité d'un blocus. Avant 2030, c'est une certitude. Tout ça pourquoi? Et ce sera ma conclusion à la fois de ce soir et de ce cycle de conférences qui me permet de, une nouvelle fois, vous remercier très vivement et chaleureusement pour votre accueil et ces quelques jours passés à La Réunion. Orbis Sinarum, est-ce que la Chine est en capacité, le veut-elle, c'est-à-dire de dominer le monde et prendre le leadership mondial? Probablement pas, au regard de son histoire longue. Elle n'a pas, contrairement à l'Occident, au pluriel en fait, les Occidents, l'expérience de la puissance globale, c'est-à-dire de répandre le chinois partout, comme l'espagnol, l'anglais, le français, je ne sais quoi, ont été, dans certaines mesures le portugais, ont été répandus, puis transformés, métissés, créolisés, suivez mon regard. Malgré sa très très grande diaspora. La Chine dans le monde est un facteur très récent, qui date de sa montée en puissance sans précédent, dans sa propre histoire, dans la propre histoire de l'humanité, depuis 30 à 40 ans. Ce qui nous interroge, nous, aujourd'hui, c'est cette capacité du régime, du Parti communiste chinois, à tenir. Une surprise peut venir de l'intérieur, peut-être davantage que de l'extérieur. Merci beaucoup et je suis à votre disposition pour les échanges. C'est la question qui se pose. Donc maintenant, qui veut intervenir pour enrichir le débat? Voilà, première question. Non? Alors,
Moi j'y vais. Qu'en est-il de l'Inde? Parce que tout de même, on sent bien que même si l'Inde appartient aux BRICS, c'est tout de même pas l'amitié folle entre les deux pays. Alors, dans cette nouvelle forme d'organisation mondiale, est-ce que l'Inde va se laisser faire en quelque sorte la puissance chinoise? Oui. Merci. Commençons par le début. La guerre sino-indienne, novembre 1962. Pourquoi? Parce que, fondamentalement, à part cette exception qu'est le bouddhisme, ces deux mondes, fondamentalement, monde indien, donc sous-continent indien, et monde chinois, qui soient au pluriel les deux d'ailleurs, ou pas, sont géographiquement et quelque part historiquement séparés par les plus hautes montagnes au monde. Et donc, l'originalité de ça, ce qui a fait le lien, ce qui a été un courant, un flux, c'est le bouddhisme, qui naît quelque part au nord de l'Inde et qui se diffuse en Chine, et qui se diffuse avec beaucoup de succès d'ailleurs. Les deux mondes assez séparés se tournaient le dos, mais au regard des intérêts stratégiques de la Chine populaire, 49, et des velléités de Mao et du régime, pour tenir le pays, pour asseoir la légitimité du parti, il y a eu tout de suite une mobilisation dès 49, des 50, 49-50, des autorités pour investir les régions les plus lointaines de Pékin, et notamment la Mongolie intérieure, notamment le Xinjiang, les régions autonomes ouïghours. Là, je reprends le vocable administratif officiel, région autonome ouïghour, et ce qui allait devenir, idem, la région autonome du Tibet. C'est l'appellation administrative officielle. Xizang en chinois, littéralement les trésors de l'Ouest. Et ça, c'est une appellation chinoise, c'est une sinisation de l'étymologie, en fait, d'une grande région où il y a un Tibet historique qui a été démantelé administrativement par la nouvelle administration Mao, qui rayonnait sur... Enfin, on a la carte, ça tombe bien. Est-ce que vous voyez la petite flèche ou pas? Oh merde. Vous n'enregistrerez pas le gros mot. Le Tibet historique, vous voyez la flèche ou pas? Ouais. Le Tibet historique correspond à tout ça, tout ce que j'entoure avec ma flèche, c'est-à-dire tous les hauts plateaux tibétains, 4-5 000 mètres d'altitude moyenne, et puis les plus hautes terres, la plus haute chaîne qui borde le Népal, la Chine, le Pakistan, l'Inde, le Bhoutan, etc. Donc à 6, 7, 8 000 mètres, etc., presque 9 000. Le Tibet historique, c'est tout ça, c'est-à-dire plein de régions, en fait, plein de sous-régions, très peu peuplées, avec des logiques agro-pastorales, le fameux yak, on en parlait l'autre soir, très haute altitude, donc un environnement naturel très hostile pour la culture et la civilisation chinoise, qui a, depuis de nombreux siècles, entretenu une relation avec le Tibet, ne serait-ce que par l'intermédiaire de la diffusion du bouddhisme, ne serait-ce que par des représentations variées, ces très hautes montagnes, cette altérité, ce domaine du sauvage. On disait hier soir des populations crues et cuites pour distinguer ce qui était sinisé de pas sinisé au sein de l'Empire chinois. Ben là, on est sur quelque chose de très cru, très, très sauvage. Les Chinois appellent ça domaine très, très sauvage. Donc, l'Empire chinois entretiendra des relations avec, ou au moins des perceptions avec le Tibet historique. Mais l'intérêt que représente le Tibet historique pour Mao en 1949, alors même que l'Inde vient de se rendre indépendante de la couronne britannique en 1947, au regard de ce que ça représente en matière de ressources hydriques et hydrauliques, mais également parce qu'il y a eu des recherches géologiques dès cette époque, le sol et le sous-sol du Tibet extrêmement riche en plein d'éléments, en plein d'objets précieux, si je puis dire. Tous ces sujets font que Mao va investir puissamment le Tibet, va l'envahir, il va y avoir une guerre contre les troupes tibétaines, plus ou moins soutenues, plus ou moins organisées. Mais en plus de la guerre, il y a une guerre, si vous voulez, qui est de facto culturelle, très brutale, de populations chinoises qui ne connaissent absolument pas la région, qui vont être envoyées dans cette zone-là, avec un treillis de l'APL, l'Armée populaire de libération, sans flingue,
juste avec un bâton, une casquette, il n'y a rien du tout, mais par milliers, puis centaines de milliers, pour occuper l'espace et repousser au plus loin les possibilités des limites de ce nouveau territoire de la République populaire de Chine, rentrant en confrontation avec l'Inde, avec l'Union indienne. Ça va se solder par la guerre des escarmouches, puis une guerre, hein, il y a des milliers de morts sino-indiennes, ça dure 3 semaines à peu près, en novembre 62. L'Inde était mal préparée, l'Inde avait des problèmes de logistique, on rentre dans la chose militaire plus en détail. Mao avait un surnuméraire de troupes et va donc quelque part infliger aux Indiens une défaite dont ils ne se remettront pas vraiment dans cette rivalité sino-indienne et permettre à Mao de s'installer, d'avoir repoussé les limites, et il n'ira pas plus loin. Et il attendra une prochaine opportunité stratégique pour essayer de pousser dans d'autres territoires, ceux qui feront après, où vous avez 2 territoires, principalement, en fait c'est un peu plus compliqué que ça, mais on peut en garder 2 lambeaux de territoires occupés par la Chine que l'Inde revendique. Et ce, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, pour faire simple, en gros, fin des années 50, 60. Ce qui fait que d'emblée, dès l'instauration de la République populaire de Chine, mais aussi de l'Union indienne, vous avez une relation conflictuelle, structurellement frictionnelle, de rivalité entre New Delhi et Pékin. Ce qui va être accentué par la recherche d'endiguement, on en parlait hier soir sur les endiguements soviétiques, russes, soviétiques par les Britanniques, etc., de l'Inde par, non pas une alliance, mais un partenariat stratégique très particulier entre le Pakistan et la Chine, qui, comme vous le savez, Pakistan, au lendemain de l'indépendance indienne et pakistanaise, se livre à des guerres régulières et à des tensions extrêmement fortes le long de la frontière indo-pakistanaise, Cachemiri et autres. En appuyant ce clivage-là, Pékin va s'assurer durablement une rivalité avec l'Inde. Ça, c'est le tableau, si je puis dire, un peu politique, un peu stratégique. On n'en est toujours pas sorti, puisque vous avez régulièrement, en général l'été, des escarmouches de part et d'autre de ces fameux territoires où la Chine essaye de pousser la limite toujours plus loin. Les derniers en date, c'est pas très loin du Bhoutan, où les armées de part et d'autre de la frontière, pas bhoutanaise, mais indienne et chinoise, se mettent d'accord pour éviter des effusions de sang, donc ne se battent qu'avec des cailloux et des bâtons. Ce que je vous dis là est pratiquement écrit par les états-majors des 2 trucs. Hein. Bon. Ce qui fait que quand vous recevez des coups de bâton sur la tronche, pour aller à l'hôpital, vous imaginez de descendre du fond de vallée à 5000 mètres, vous voyez le truc, donc bon, il y a quand même des morts. Mais il n'y a pas le feu ouvert, encore moins du feu nucléaire. On est avec 2 puissances nucléaires. Mais que le sujet n'est absolument pas résolu et continue d'être frictionnel. Pourquoi ? Parce qu'il y a côté chinois, dans sa culture stratégique, cette volonté d'exploiter des fragilités de son adversaire indien et de repousser la limite sans ouvrir le feu. Escarmouche, grosse bagarre, pour faire simple. Grosse bagarre. Voilà. Grosse rixe, pour faire simple. D'exploiter ces faiblesses-là et de pousser les limites un peu plus loin et de grignoter. Actuellement, la Chine s'installe au Bhoutan, c'est pas moi qui le dis, ce sont les images satellites, sans escarmouche, parce que le Bhoutan est tellement affaibli par rapport à cet investissement chinois que le Bhoutan ne peut plus rien faire. Donc vous avez des garnisons chinoises au Bhoutan, dans la préparation d'une extension territoriale en direction de l'Inde. On est toujours là-dedans. Donc la logique de grignoter sur les mers se passe aussi sur Terre, d'où ma référence, une puissance continentale qui avance sur Terre comme sur mer. Donc on est dans un environnement frictionnel, je continue de répondre à la question Chine-Inde, on est dans un environnement frictionnel sur mer, Taïwan, Corée, Japon, Philippines, etc., mais aussi sur terre avec une partie de l'Asie du Sud-Est, une large partie de l'Asie du Sud avec l'Inde, etc. Alors comment ces 2 grands pays, ces 2 puissances nucléaires, l'Inde qui a un agenda international et qui a des velléités de développement et de dépasser tout le monde et d'être dans les premiers dans 20 ans, à 30 ans, à 50 ans, avec un vrai plan, des vrais ressorts, des vrais... des vrais piliers qui lui permettent ses ambitions, ou qui lui permettraient de justifier ses ambitions, peuvent cohabiter au sein d'organisations internationales comme les BRICS ou l'OCS que j'évoquais tout à l'heure. Pour l'OCS, si vous voulez bien, commençons par ça. C'est une logique diplomatique à l'intérieur même de cette organisation, où pour diluer le poids de la Chine, qui cherchait à attirer le Pakistan dans cette organisation, les Russes
avec leur antériorité relationnelle avec les Indiens, est négocié pour pousser la candidature et la présence indienne à l'organisation. Donc d'emblée, cette organisation se neutralise elle-même par le poids des puissances impériales qui y cohabitent. Mais j'insiste bien, qui y cohabitent pour le moment. Si je regarde les BRICS, on est sur un processus économique, géoéconomique, post-2001, arrivé jusqu'à... Pourquoi 2001 ? Parce que le vrai acronyme BRICS arrive de là, en fait, fin des années 90, début 2000, et puis va vraiment se formaliser à la fin de la décennie 2000, au moment de la crise des subprimes d'ailleurs, pour dire l'alternative à l'Occident, ce seront les économies émergentes, et notamment parmi les grandes économies émergentes, on en retrouve 4 ou 5, Brésil, Inde, Chine, Russie, et pour avoir une cartographie complète, on ajoutera un pays africain pour être politiquement correct, et on choisira l'Afrique du Sud, pas loin de la Coupe du Monde, quoi, ça va être 2009 ou 2010. Bon, pour faire simple, hein, je fais ça, je coupe dans les virages. Mais ce sujet-là, pour cliver l'économie et le politique, a vocation à s'étendre et à antagoniser les mondes Occident, non-Occident. Et donc, là aussi, les deux cohabitent, Inde et Chine. Pourquoi ? Parce que l'Inde a cet agenda que j'évoquais, et la Chine ne peut pas non plus faire complètement ouvertement contre. Donc, ils se réunissent, Indiens et Chinois, Xi Jinping et Modi, dans des situations très originales, un coup en Chine, un coup en Inde, où ils discutent un peu de tout et de rien, mais en tout cas, il y a bien un affichage diplomatique des deux géants asiatiques. Et puis, et j'en terminerai par là, il y a les restes du monde, discutant avec l'Inde, qui ont observé sur les 30 ou 40 dernières années l'évolution de la Chine et son comportement, qui cherchent à trouver dans la solution indienne une sorte de contrepoids en Asie à la puissance chinoise. Et donc là, on revient dans ce avec quoi on est bercé, et vous y en êtes géographiquement, le fameux Indo-Pacifique, ce qui ne veut rien dire, hein, excusez-moi, il n'y a pas de stratégie française Indo-Pacifique, je suis enregistré, donc je vais me faire taper sur les doigts, il n'y a pas de stratégie. Je passe un coup de fil à Nouméa, vous avez des éléments de réponse, il n'y a pas de stratégie. La stratégie nécessiterait des moyens, je les regarde, je les cherche. Il y a des choses, mais ce n'est pas suffisant pour justifier une stratégie. En revanche, vous observez le comportement et les souhaits américains, vous regardez la posture indienne de l'Indo-Pacifique qui regarde au Moyen-Orient, mais dans l'océan Indien, bien évidemment, je ne vous apprends rien, en Afrique, mais aussi vers l'Asie, du Sud-Est et de plus en plus vers le Pacifique. Vous regardez le Japon. Bref, on a un certain nombre d'acteurs qui discutent très intensément avec l'Inde et inversement. Ce qui fait, je m'arrête vraiment là, que l'Inde est une sorte de partenaire, ou en tout cas de pays continent, qui, à la différence de la Chine, cherche à accroître son attractivité en discutant avec tout le monde. Et vous regardez le sujet, je parlais d'antériorité avec la Russie, parce que l'Inde avait un lien particulier post-tiers-mondiste avec l'Union soviétique. Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a été en poste diplomatique dans l'Union soviétique. Il parle les langues d'Asie du Sud. Il a été en poste plusieurs fois dans cet environnement-là. Donc il y a une antériorité. Et donc l'Inde discute aussi bien avec la Russie qu'avec Israël, qu'avec la France, avec Washington, etc., à un agenda en août 2021 en Afghanistan, qui a été en partie contrarié par le retour des talibans à Kaboul, avait un espace de discussion avec l'Iran, discute étroitement avec les monarchies du Golfe, mais discute aussi avec l'Australie, l'Indonésie. Bref, l'Inde est dans cette logique 360, différemment, et ils appuient vraiment là-dessus, pour équilibrer ou entrer en contradiction avec la puissance chinoise. Et j'en dirai bien par là. Ce qui fait qu'en matière stratégique, on parle beaucoup de ces clivages Occident-non-Occident. L'une des grandes questions pour la prochaine génération, pour les 25 prochaines années, c'est le sujet de la rivalité stratégique durable sino-indienne. Parce que les deux ont une inertie forte. Grand territoire, grosse démographie, même si les dynamiques ne sont pas les mêmes, 2 puissances nucléaires, 2 outils militaires modernisés, 2 puissances qui ont compris l'importance des sujets scientifiques, technologiques. Donc là, on est sur la prochaine génération, sur ce vrai sujet. Et si je fais une parenthèse avec Taïwan, on a un élément là peut-être de réponse. Vous avez
avez fait allusion tout à l'heure à la possibilité d'un soulèvement en Chine contre le pouvoir en place. Est-ce que c'est responsable, puisque quand on voit ce qui s'est passé encore récemment en Hong Kong, le pouvoir chinois est implacable, mais s'il y a soulèvement, ce serait une révolution de palais ou un soulèvement populaire? Merci. Je suis dans l'incapacité absolue d'apporter quelque éclairage que ce soit. Non, écoutez, ma conclusion sur ça est que bien souvent, dans les fins de cycle dynastique chinois, dans les longues histoires chinoises, la fragilité et le changement de dynastie vient souvent de mouvements internes, de convulsions à la Chine elle-même, mouvements de convulsions chinois, plus que d'effritement, de dégradation par la périphérie, c'est-à-dire loin. Ce qui permet, si on a une lecture en négatif de ce que vous avez rappelé, de comprendre la posture du parti à travers la figure de Xi Jinping. J'ai mis un portrait, j'aurais pu en mettre sur toutes les slides, vous voyez, si on était dans une librairie chinoise, mais bon, ce qui n'est pas encore le cas, de dire, voilà, Xi Jinping se substitue au parti qui lui-même se substitue à la Chine. Donc quand vous êtes Chine, c'est Xi Jinping. Quand vous êtes bien évidemment Xi Jinping, c'est la Chine. Comprenez l'image. Mais on est vraiment là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'il y a une forte inquiétude du régime lui-même à durer dans ces conditions. Essoufflement économique, contraction économique, changement démographique, l'ère du tout urbanisation, du tout industrialisation, bref, la phase euphorisante des 30 dernières années est terminée. Et démographiquement, générationnellement, on est en train de passer à autre chose. C'est-à-dire que d'une génération qui a découvert que la Chine pouvait, waouh, on est quand même puissant, on n'est pas de la merde, ça déconne moyen quand même. Nous, Chinois, voilà. On a su organiser les Jeux, d'ailleurs dans la même ville sur l'été et l'hiver, JO Pékin 2008, JO Pékin 2022. Bon, il y a un, ça a déclenché les opérations en Géorgie, vous vous rappelez, et l'autre, en février 2022, des opérations sur l'Ukraine. Je ferme la parenthèse. Pas chinoise d'ailleurs, mais à chaque fois avec le camarade russe. Donc on a une certaine fierté, ce qui est très bien, ce qui est normal, ce qui est compréhensible, etc. Sauf que la page de la fierté est en train de tourner. Parce que générationnellement, pas uniquement du fait de cette contraction économique, mais des choix politiques d'étouffer l'initiative individuelle. Le meilleur exemple étant Jack Ma, le fameux grand ancien membre du Parti communiste d'ailleurs, qui a rendu sa carte parce qu'il ne pouvait plus être complètement libre dans son désir d'entreprise, Alibaba et puis le reste, et c'est notamment le sujet de l'introduction en bourse en pas d'une partie de ses activités, ce qui a été interdit par le régime, par le parti. Donc cet écrasement de la liberté individuelle d'entreprendre, je dis bien entreprendre, là, je ne suis pas du tout sur la déclaration des droits de l'homme, je mets ça à côté, je parle sur l'économie, sur le fait d'être entrepreneur, pèsera nécessairement sur l'organisation politique. Et en fait, peut-être pèse déjà sur l'organisation politique. Donc, contraction de tout ça, changement générationnel, et le régime est de plus en plus agressif. Hong Kong, Covid, on se pose des questions, répression sur les Ouïghours, velléités sur Taïwan qui sont à peu près maintenant limpides, ce que j'évoquais sur les escarmouches avec l'Inde, etc., etc. Enfin, la liste est extrêmement, extrêmement longue. Ce qui fait que, pour certains, alors, le temps de la Chine est un peu passé, vous voyez ? Et ça, pour le parti, c'est pas du tout acceptable. Parce que si veut dire que le temps de la Chine est passé, si je reviens sur mon image, Xi Jinping, le parti, la Chine et inversement, le temps du parti est passé. Donc il n'est plus légitime. Et quand on convoque l'histoire chinoise, quand le parti, la gouvernance en cours n'est plus est passée de mode, ça veut dire qu'elle n'est plus légitime, c'est-à-dire qu'on va changer de cycle, on va changer de dynastie. Il y a une contestation en fait interne, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à trouver les solutions, il n'arrive plus à rassembler. Alors, et je vais temporiser mon propos, ça fait 25 ans qu'on dit « the coming collapse of China ». Vous avez beaucoup de bouquins comme ça. C'est-à-dire que la Chine va se casser la gueule demain matin.
Et puis vous avez de l'autre côté, et c'est toujours ces deux extrêmes, l'autre extrême de dire « Wow, China is the next big power ». C'est toujours bien de le dire un peu en anglais, comme ça en plus, ça donne du style. La Chine est la future superpuissance. D'où mon petit truc, sans faire de pub. La Chine est plutôt résistible, plutôt qu'irrésistible. L'Inde, la complexité du système international, la durabilité, point d'interrogation, de ces partenariats très douteux. Corée du Nord, Pakistan, Iran, Russie. Corée du Nord, l'économie n'est pas diversifiée, ça tient pas, c'est un régime qui tient par la terreur et par un surinvestissement militaire et nucléaire balistique. L'Iran, idem, c'est QFD, et la Russie serait presque au bord de l'effondrement si elle n'avait pas noué un partenariat économique particulièrement intense depuis 2022, puisque c'est la Chine qui permet de maintenir la tête hors de l'eau à la Russie, sans complotisme ni extrémisme, c'est clairement le cas. Le commerce bilatéral est passé Chine-Russie, 140 milliards de dollars en 2021, aujourd'hui à plus de 250 milliards, fin 2023. En 2 ans, vous avez 100 milliards de dollars d'échanges. Donc, si vous voulez, ça permet au système russe, qui est au système, pas la population russe, de survivre, en fait, de se maintenir, difficilement, mais de se maintenir. Que pour la Chine, on pourrait parler d'autres pays intermédiaires, etc. Donc, le sujet est la question de la durabilité, et qu'on n'est ni sur un schéma la Chine se casse la gueule demain matin, ni sur un schéma la Chine sera la première puissance mondiale, comme le régime a mal rappelé, pour le centenaire de la fondation de la République populaire de Chine, réalisation totale des routes de la soie, c'était la propagande de 2013, etc., en 2049. Mais au regard de la situation internationale aujourd'hui, je m'arrêterai avec ça, les prises de position chinoises en dehors de la Chine sont telles, son surinvestissement et sa suractivité diplomatique, économique, de plus en plus militaire, sont telles, rapprochement avec l'Amérique latine, difficultés au Moyen-Orient, etc., plus l'environnement bordélisé international et une saturation de l'Occident pour répondre à ces différentes crises, parce qu'aucun autre État ne répondra à ces différentes crises, permet à la Chine de gagner du temps. En fait, on en est là aujourd'hui. Alors, je ne rentre pas dans les détails, parce que sinon on va y passer la nuit, mais en matière stratégique, si on réfléchit à la grande stratégie, on en est là aujourd'hui. Et pour finir, je vous promets, what next? Taïwan. Possiblement, dans comme on dit aujourd'hui, je fais de l'anticipation stratégique, ça ne veut rien dire. Si on anticipe un peu le prochain coup, Ukraine 2022, Poutine est allé demander à Xi Jinping l'autorisation d'attaquer l'Ukraine en février 2022. Poutine lui présente un plan, il dit en 3 jours c'est plié, je change le régime à Kiev, feu vert ou pas? Attends les JO et t'y vas. 24 février 2022. Vous allez dire, oui, le conférencier complotiste, connard, ne le réinvitez pas. Maintenant, tous les médias le disent de manière assez factuelle et officielle, donc on peut le dire tranquillement. 7 octobre, coordination en coulisses, russo-iranienne, pour infliger un coup suffisamment fort, bien évidemment symboliquement, mais en termes de surréaction sécuritaire-militaire par Israël, sur son environnement régional. On n'en est toujours pas sorti. Et donc, que fait le partenaire américain dans ce bordel-là? Ukrainien, parce que l'Europe fait pas grand-chose, mais elle fait ce qu'elle peut, elle fait des réunions, des colloques, des trucs comme ça, bon, on se regarde et on fait des phrases. Mais c'est bien déjà de faire des phrases, pas mal. Plus des multiplications des fronts avec le proche Moyen-Orient, et enfin des multiplications des fronts avec what next? Gagner du temps. Donc on est dans des logiques de chaos. De chaos concerté, de chaos provoqué, de chaos concerté. Et vous allez me dire, oui, mais vous exagérez parce que la Chine veut la paix, la douceur du commerce, etc., etc. L'un n'empêche pas l'autre, si vous voulez, en termes de réflexion intellectuelle, mais au fond du fond, ce n'est pas l'entrepreneur chinois qui parle, c'est la décision stratégique d'un organe, le Parti communiste chinois, qui a ses codes et ses rites secrets, qui est né en juillet 21, dans la concession française. Pourquoi? Parce que était autorisé, ou en tout cas la possibilité d'avoir une piole dans la concession française, à l'abri du regard de la police de la République de Chine, concession française étant administrée par les autorités françaises. Et la réunion ne se terminera pas, puisque les mecs, Mao, le premier, passent par la fenêtre pour fuir les flics qu'ils ont après eux. Le régime actuel chinois est né dans la clandestinité, premier sujet, qui est une réalité qui n'a toujours pas disparu, et la paranoïa.
organisation d'un chaos concerté. Donc voilà, je voulais terminer avec ces mots très rassurants, ce qui ne nous empêchera pas d'aller manger. Un très grand merci Emmanuel.